Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Olivier Placentini, qui est un petit peu un de mes complices, qui est essayiste, économiste, mais pas seulement, qui a écrit plusieurs ouvrages intéressants, vous pourrez en trouver, qui est un spécialiste du mondialisme, donc qui nous montrera ce chaos et également dans lequel se trouve l'économie mondiale, chaos qui aide bien entendu les banksters de grand chemin à se fortifié. Olivier, je suis heureux de te passer la parole. Donc merci Franck, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être une fois de plus parmi vous. Mais enfin Franck, quel drôle de sujet, le chaos économique. Mais enfin Franck, tu regardes pas BFM TV, tu regardes pas LCI, t'écoutes pas France Intox, tu lis pas Les Échos. Mais enfin, t'entends pas notre ministre Bruno Le Maire, mais l'économie se porte merveilleusement bien. Les économies occidentales, et alors l'économie française, c'est carrément l'exemple à suivre. La seule économie qui s'est effondrée, mais vous le savez, c'est l'économie russe. Vous le savez, elle s'est effondrée l'année dernière, d'ailleurs. Et alors, je vais vous dire, il y a des moments où j'ai parfois moi-même des doutes sur ce que je dis, parce que, je vais vous dire, il m'est arrivé une sensation extraordinaire. Donc l'année dernière, en début d'année 2023, je tombe sur LCI, bon, et je vois David Pujadas qui est au bord de l'étranglement avec tout son plateau, la blonde ukrainienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, le truc. Et il nous dit, mais c'est quand même extraordinaire. Le FMI vient de nous expliquer que les prévisions de croissance de l'économie russe sont le double de celles de l'Union européenne et des États-Unis. Mais on nous a dit pendant des mois que non, que c'était l'inverse. Et alors, je le regardais, il avait l'air sincère. Mais donc, ça veut dire qu'il croit à ce qu'il raconte. Donc, ça veut dire que ces gens-là, finalement, ne font que recenser ce qu'on leur dit de dire et qui ne font aucune investigation. Parce que moi-même, parmi vous, à Dieppe, quelques mois avant, j'avais annoncé que l'économie russe allait se tenir bien mieux que les économies de l'Union européenne et que les principales victimes des sanctions seraient moins la Russie que nos propres pays. Mais enfin, M. Pujadas n'a même pas envisagé cette idée, puisqu'encore une fois, il m'a paru presque sincère dans son espèce d'autocritique. Je me suis posé moi-même la question, mais finalement, est-ce qu'ils mentent sciemment ou est-ce qu'ils finissent par croire leur propre mensonge ou finissent par croire ce qu'on leur raconte? Je ne sais pas, le fait est qu'en tout cas, ce ne sont pas des journalistes capables d'analyser au fond des choses la situation. Parce que, finalement, le fil rouge de toutes ces conférences, c'est un mot, c'est le mensonge. Le mensonge, l'illusionnisme, l'enfarinage, enfin appelez ça comme vous voulez, puisque vous le savez, vous le sentez, vous le voyez bien, même si vous écoutez BFM TV, nos économies sont au bord de la rupture. On arrive au bout d'un cycle qui s'achève en fait au bord d'un précipice. Et vous le voyez, et finalement il faut croire ce qu'on voit. Les commerçants souffrent, les artisans souffrent, ils ferment, les faillites se multiplient. Là en France, il n'y a jamais eu autant de faillites que ces 2 dernières années. Et d'ailleurs, on est le record mondial de la faillite, je tiens à vous le dire. Vous voyez bien les gens qui n'arrivent plus à vivre correctement, des tas de gens qui basculent dans la précarité, qui ont du mal à vivre, à manger, même à avoir le minimum, et des gens en plus qui travaillent. Je ne vous parle pas de gens qui sont au chômage ou qui ne travaillent pas ou qui sont écartés. Non, je vous parle de gens qui travaillent et qui n'y arrivent plus. Alors, pourtant, il y a Macron qui est tout content. Il n'y a plus de chômage en France, le chômage disparaît. C'est ce qu'il nous dit. Le chômage disparaît. Alors, moi, je vais vous dire un truc parce que je fais quand même la part des choses. C'est vrai que le chômage a un petit peu baissé depuis 3-4 ans. Mais ni Macron, ni son complice Bruno Le Maire, n'y sont pour quoi que ce soit. La baisse du chômage, elle est liée à quelque chose de très simple qui existe partout en Occident. C'est la génération du baby-boom qui part à la retraite, qui était donc une génération la plus nombreuse, comme son nom l'indique, et donc forcément, ça libère des places, et donc forcément, vous avez une baisse mécanique du chômage qui n'est due à aucune action de M. Macron. Et je dirais même que si Macron avait eu une action là-dessus, ce serait une action négative, puisque relativement aux autres pays, la position de la France en termes de chômage ne cesse de se dégrader, et il n'y a plus que 2 pays dans l'Union européenne qui ont un taux de chômage supérieur à celui de la France, il faut le savoir, et vous pouvez le dire autour de vous quand on vous dit « mais non, mais voyez, le chômage baisse ». Mais il était un temps où la France avait un taux de chômage qui était dans la moyenne de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a que 2 pays
qui ont un taux de chômage supérieur à celui de la France, c'est la Grèce et l'Espagne. Le taux de chômage de la France est même passé au-dessus, légèrement, de celui d'Italie, où il baisse plus vite. Donc, que Macron puisse se gargariser sur tous les plateaux, sans qu'aucun analyste économique ne soit capable de lui envoyer ça dans la figure, alors qu'il suffit de regarder les courbes des chiffres officiels d'Eurostat. Enfin, j'ai pas cherché des chiffres sur la Lune, j'ai pris les chiffres d'Eurostat, je constate, la courbe de la France descend moins vite qu'ailleurs. Mais vous avez entendu une seule personne sur les plateaux télé, sur les radios le dire? Personne. Mais c'est quand même extraordinaire. Mais à quoi servent nos journalistes? À quoi ils servent? Alors, cette baisse mécanique du chômage, elle sert à faire monter un nouveau terme. Il y a un terme nouveau, c'est les métiers en tension. Métiers en tension. Et le mot métier en tension qu'on nous ressasse à longueur de temps, mais ça sert à quoi? Ça sert finalement à ouvrir la porte à qui? Aux migrants. Et la loi immigration, dont vous avez parlé fort justement, Alain, non seulement n'est pas une loi qui veut réfréner l'immigration, mais sous couvert de réfréner l'immigration, va aboutir à la régularisation de tas d'immigrés. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel va retoquer tout ce qui ne plaît pas. Tout ce qui ne plaît pas, ce n'est pas du tout ce qui concerne la régularisation des sans-papiers. Et puis, il faut quand même dire les choses, parce qu'il faut dire la vérité vraie. Il n'y a pas qu'un problème migratoire, je dirais, soutenu par les gouvernements. Il y a aussi un problème de fond de société. Le français ou l'occidental ne veut plus faire des travaux pénibles. Il est encouragé à ça par tout un système social. Et donc, pas question de se casser le dos, de se salir les mains, de faire quoi que ce soit. Nous sommes entrés dans la merveilleuse civilisation des loisirs. Et plutôt que d'aller faire la plonge dans les restaurants, de travailler dans le bâtiment ou je ne sais quoi d'autre, il vaut mieux faire appel à des migrants. Et puis après, si on a des problèmes d'insécurité, des problèmes, je dirais, d'identité nationale, des problèmes de cohésion, on s'y fera mieux que d'aller trimer je ne sais où. Les économies occidentales sont dans le marasme absolu. Au bord du chaos, finalement, je reconnais, Franck, tu avais raison. Tu avais raison de m'appeler pour parler de ça. Les chiffres le démontrent. Et dans ce concert d'économies en ruine, la France est le pays le plus avancé. Pas le plus avancé dans le bon sens, malheureusement, le plus avancé sur la voie du désastre qui se profile inéluctablement et infailliblement. Et je vais vous le démontrer avec rien d'extraordinaire, avec des chiffres que j'ai pris où? Nulle part ailleurs que, je dirais, dans les chiffres officiels qui sont pondus par l'INSEE, par Eurostat, par les statistiques américaines. Bien. On vous dit, si vous lisez les articles ou si vous écoutez, on vous dit « Ah écoutez, ça va pas si mal, il y a de la croissance, les pays européens, il y a de la croissance, on n'est pas en récession, il y a une croissance, alors c'est pas une croissance très forte, hein. Alors l'Allemagne ça va plus trop, c'est 0,1, mais alors c'est 0,4% de croissance en Espagne, 0,5% en France, 0,9% en Italie pour cette année. Et aux États-Unis, on claironne avec Biden une croissance qui est de l'ordre de 2%, et on s'en gargarise, et on se dit, finalement, tout va bien. Vous voyez, il y a de la croissance, on n'est pas en récession. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais déjà, ces chiffres de croissance sont des chiffres modestes, je dirais même indigents. 0,1% de croissance pour l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance. 0,5% pour la France, alors qu'on est quand même un pays qui est enlisé depuis des années, c'est très faible. Mais surtout, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'une vraie croissance économique, c'est une croissance qui se passe des déficits publics. Tant qu'il y a des déficits publics, ça veut dire qu'on n'est pas dans une vraie croissance. Et je vais m'expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un déficit public? Ça veut dire que malgré tout ce que l'État ponctionne, et vous le savez, l'État français est celui qui vous ponctionnera le plus, eh bien, l'État laisse filer de l'argent dans l'économie puisqu'il ne couvre pas ses dépenses. Vous voyez, il vous prend 400 milliards d'euros pour son budget, mais en réalité, il dépense 500 milliards. Donc il laisse 100 milliards dans l'économie, filer comme ça. C'est en gros le déficit annuel. Certaines années, c'est 70, certaines années, 80. Cette année, on fait encore plus fort, c'est 140. Voilà, record absolu, on a battu tous les records de déficit. Cet argent qu'on laisse là, il est là, alors qu'il ne repose sur rien. C'est de l'argent qui vient d'où? C'est du déficit. L'État le finance en s'endettant, c'est-à-dire qu'il s'endette, puisque cet argent n'est pas couvert
par les rentrées fiscales, c'est de la dette qu'on prend, qu'on va aller chercher à la Banque centrale, dans des grandes banques, etc. On l'injecte dans l'économie française, donc on met 140 milliards d'euros. Et puis finalement, il y a une croissance au final qui est de 0,5% du PIB. C'est ce qu'on nous dit. 0,5% du PIB, ben, c'est très simple, c'est quelque chose comme 15 milliards d'euros. Voilà. Donc, en gros, on a emprunté 140 milliards d'euros pour maintenir l'économie en place, l'aider à se tenir, à se développer. Et finalement, la croissance est de 15 milliards d'euros. Bravo, monsieur Macron, c'est un bon calcul, ça marche fort, c'est génial, c'est merveilleux, c'est formidable. Moi, je ne sais pas comment on arrive à avoir des résultats pareils, à se gargariser en plus sur les plateaux télé. Je vais vous dire comment on y arrive, il n'y a plus de journalistes économiques capables de leur répondre, ou qui ont envie de leur répondre, et préfèrent peut-être garder leur place, parce qu'il y en a certains apparemment qui s'y connaissent. Voilà. Depuis, c'est pas cette année d'ailleurs, c'est pas que Macron. Depuis 20 ans, la croissance du PIB moyenne de la France est 1,5% du PIB. Mais le déficit public, c'est 4% du PIB. Ça veut dire que tous les ans, on perd 2,5% qu'on doit aller chercher via la dette pour maintenir cette croissance qui est une croissance artificielle. Voilà. Donc, la croissance que nous avons en France est une fausse croissance. Voilà. On ne fait en réalité, avec les déficits publics, que camoufler la récession. Et cette récession, on endort les douleurs avec la morphine du déficit et de la dette, et on l'étale sur 15, 20, 30 ans, c'est-à-dire que la récession des fameux 250 milliards que je vous décris qu'on devrait avoir, eh bien, pas 250, excusez-moi, à peu près 120 milliards par an, eh bien, au lieu de la sentir et qu'il y ait du chômage, qu'il y ait de la récession et tout, on l'étale, on l'endort, on l'étouffe, mais finalement, qu'est-ce qu'on ressent au bout de tant d'années? Parce que c'est pas d'hier, vous voyez, c'est pas un an ou deux, ça fait 40 ans que ça dure. Eh bien, on ressent l'enlisement permanent de notre économie et on ne s'en sort pas. Alors, je vous parle de la France, parce qu'effectivement, c'est le cas le plus grave, mais pratiquement tous les pays occidentaux sont sur la même pente. Et aujourd'hui, même l'Allemagne, qui était plus ou moins préservée, eh bien, est sur ce mauvais chemin, ce très mauvais chemin. Et alors, là où vraiment je peux vous annoncer qu'on va vers des lendemains très difficiles, c'est qu'en plus de cette morphine de l'endettement, qu'est-ce qu'on nous a mis en place pendant 5 ou 6 années pour essayer encore d'endormir, de nous illusionner? Ben, la Banque Centrale Européenne a mis en place le quantitative easing et les taux d'intérêt négatifs. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que je ne voudrais pas vous assommer, et puis en plus j'ai un temps imparti qui est ce qu'il est. Mais le fait est que cette dette qu'on contractait pour combler ces déficits, on ne payait pas de taux d'intérêt là-dessus. Mais oui, mais voilà, tout a changé. Depuis 1 an et demi. Maintenant, les taux d'intérêt, c'est 4%. Donc, un déficit de 130 milliards, 4%, ça fait 7 milliards d'euros sur le budget de l'État. L'année prochaine, pareil, encore 7 milliards d'euros de plus par rapport à ce qu'on avait là. Et on va avoir un effet cumulatif qui fait que dans quelques années, si ça continue comme ça, pourquoi ça ne continuerait pas, hein, parce que c'est toujours les mêmes politiques qui sont menées, eh bien, d'année en année, le budget de l'État, qui est de 400 milliards, va se trouver terriblement engorgé. Et encore, je ne vais même pas rentrer dans d'autres détails, parce que ça va aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a la nouvelle dette qu'on crée où il y a ces taux d'intérêt. Mais l'ancienne dette qui arrive à échéance, où on ne payait pas de taux d'intérêt, comme on ne la rembourse pas, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va faire un autre prêt pour rembourser le prêt précédent, mais ce prêt-là, il va y avoir 4% de taux d'intérêt au lieu de 0% qu'il y avait avant. C'est pour ça que, par exemple, cette année, la France va emprunter 300 milliards d'euros, le nouveau déficit, plus le remboursement des prêts qu'on n'a pas fait, 4% d'intérêt, 12 milliards qui viennent gréver le budget de l'État cette année, et l'année prochaine encore 12 milliards de plus, donc ça fera 24, etc., etc. Combien de temps on va tenir? Selon moi, 4 à 5 ans, grand maximum. Grand maximum. Voilà. Alors, les USA, c'est formidable, c'est un pays qui marche très fort là aussi, parce qu'il y a M. Biden. Voilà. Et oui, tout le monde le sait, hein, avec Trump c'était nul, mais avec Biden, ça va fort. Ça va fort. Donc 2% de croissance. C'est merveilleux, hein. C'est ce qu'il vous dit sur les plateaux télé. Moi, j'ai même été invité sur TV Liberté, et j'ai eu des types qui m'ont dit, mais Biden, il fait quelque chose, regardez. Ben, je vous jure, ça m'est arrivé. Et même pas avec des gens de gauche, hein. Je vous parle même pas de... Bon, on va pas citer les noms qui passent. Et puis finalement, si les gens de gauche viennent à TV Liberté, moi, ça me gêne pas, hein. Bien. Le résultat, c'est que la croissance de 2% de l'économie américaine, qui est donc une croissance 2% du PIB, ça représente 460 milliards de dollars, elle est obtenue avec un déficit public record obtenu sous Biden de 8% du PIB,
1700 milliards de dollars. Donc on injecte 1700 milliards de dollars dans l'économie américaine. La croissance qu'on a au bout, 460 milliards de dollars. Mais on ne retient que les 460 milliards, et ça crée un tableau triomphal, les Bidenomics, comme ils appellent ça. C'est chanté sur tous les plateaux télé, même parfois, certains qu'on ne s'y attendrait pas. Par les analyses de service, il n'y a personne qui dit que, ben voilà, tout ça, c'est obtenu grâce à du déficit. C'est tout. Là, j'ai parlé des déficits publics, mais il y a un autre indice qui est encore pire, qui est le signal de la débandade de nos économies. Et alors là, c'est simple, hein. Il n'y a personne qui en parle. Mais alors, personne. Tout le monde néglige, on nous dit, bon, c'est les balances commerciales. Alors, les balances commerciales, pour les gens qui sont un peu profanes en économie, c'est la différence entre les produits que nous exportons et les produits qu'on importe. C'est-à-dire, la France exporte tant dans le reste du monde, son industrie, son agriculture, etc. Et elle importe en retour. Bien. Alors, les balances commerciales occidentales, c'est cruel, ça n'a jamais été aussi calamiteux que ces dernières années, c'est dramatique. Dramatique, d'ailleurs, j'ai toute une liste de pays, parce que je vous ai amené les chiffres, hein, pour ceux qui veulent les voir, j'ai tout ici, c'est les chiffres des statistiques officielles. Tous les pays occidentaux sont en déficit de la balance commerciale. L'Italie, qui est en excédent, a basculé en déficit l'année dernière, pour la première fois. Il n'y a que 2 pays qui sont encore en excédent. C'est l'Allemagne, sauf que l'excédent est 2 fois moindre que ce qu'il était il y a 5 ans, et les Pays-Bas qui résistent. Tous les autres pays sont dans des situations catastrophiques, et devinez quelle est la balance commerciale la pire. Mais devinez, en Europe, hein. Ah, c'est nous. Mais alors c'est nous d'une manière, vous voyez, là j'ai le classement, voilà, 190 milliards d'euros de déficit pour la France, et le deuxième déficit, c'est l'Espagne, 70 milliards d'euros, je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, c'est un peu comme la Coupe du Monde 2018, hein, on ne risquait pas de la perdre, là, hein. Voilà. Alors, ceci pour dire, quand on vous dit 190 milliards d'euros de déficit, ça a l'air d'être un chiffre comme ça. Bien. Mais ça veut dire qu'il y a 190 milliards d'euros des Français qui s'en vont. Et qui partent où? Ben, dans les caisses des pétroliers saoudiens, des industriels chinois ou indiens ou brésiliens, de l'agriculture brésilienne ou d'autres pays. C'est de l'argent qui s'en va et qui part ailleurs. Alors, il paraît que c'est pas grave. C'est-à-dire que pour des économistes, l'argent qui s'en va ailleurs, ben c'est pas grave. Ben écoutez, il faudrait que je revoie mes classiques, hein, parce que moi je suis plus dans le coup. Voilà. Tous les pays sont en déficit. Et le pays qui a le déficit le plus énorme, à part la France, la France est le pays le plus énorme en termes de déficit en Europe, il y a les États-Unis. En 2021, déficit commercial américain, 861 milliards de dollars. Alors, en 2019, c'était 578 milliards. Et en 2021, 861 milliards. Donc, plus 40% en 2 ans. Mais que s'est-il passé entre 2019 et 2021 aux États-Unis? À votre avis, il n'y a pas quelque chose d'étrange? Ben, il y a un changement complet de politique, on va en reparler tout à l'heure. Je précise que ce déficit s'est encore accentué en 2022 et encore en 2023. Il y a eu, entre 2017 et 2019, une baisse du déficit commercial d'à peu près 3%, une baisse modeste, mais elle existait. Qui était le président entre 2017 et 2019? Il me semble que c'était le catastrophique M. Trump. Et il y a une explosion du déficit depuis 2-3 ans. Bon, je ne sais pas. Mais personne ne le dit, mais pourtant vous lisez les chiffres, vous lisez les courbes, ben voilà, c'est comme ça, hein, j'ai rien inventé, hein, encore une fois, hein, je n'ai rien découvert, hein, je ne suis pas Christophe Colomb, hein, j'ai pris les chiffres. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on en est là? Ça veut dire qu'effectivement de l'argent s'en va de nos pays pour aller dans d'autres pays qui sont des pays émergents. Ça veut dire que nous sommes de plus en plus dépendants, puisque nous sommes de plus en plus dépendants des importations et des fournitures qui nous viennent de là. Alors, je vais faire ma petite promo. En 2015, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait « Vers la chute de l'Empire occidental ». Et j'ai parlé des probables pénuries et de l'inflation qui allait arriver. J'ai parlé de ça en 2015. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Que j'étais complètement un économiste des années 70. Bien. Il ne me semble pas, puisque c'est arrivé quelques années après. Pour vous donner une indication, j'avais écrit un article dans Boulevard Voltaire en 2020, où j'annonçais un article qui s'appelait « Inflation, pénurie, le quoi qu'il en coûte arrive en bout de course » en 2020. Donc, les pénuries et l'inflation
contrairement à ce qu'on vous raconte sur les chaînes de télé, ce n'est pas la guerre en Ukraine. Parce que moi, je suis analyste, je ne suis pas prophète. Je n'ai pas prophétisé de guerre en Ukraine ou de quoi que ce soit. J'ai analysé qu'au fur et à mesure qu'on n'arrive plus à produire et qu'on compte sur l'étranger, qu'on s'endette, donc on affaiblit nos monnaies, eh bien, petit à petit, nous aurions de l'inflation et des pénuries qui, je dirais, ne manqueront pas d'arriver. Et quelqu'un qui, normalement, analyse l'économie avec une certaine clairvoyance est obligé de le voir. Ben, en tout cas, on peut le voir, mais on ne l'entend pas à la télé, ça c'est sûr. Donc, nous avons les deux déficits jumeaux, qu'on appelait les déficits jumeaux à un moment donné, ou plutôt des déficits qui se tiennent l'un l'autre. Parce que je vais vous démontrer qu'en fait, le déficit commercial et le déficit public se tiennent l'un l'autre. Ils sont liés, c'est un peu comme deux ivrognes qui se soutiennent l'un l'autre à la sortie d'un bistrot. Je trouve que l'image est pas mal, vu qui c'est qui, je dirais, organise tout ça. Et je vais essayer de vous expliquer et essayer de me suivre. Les États s'endettent pourquoi ? Pour maintenir le pouvoir d'achat de populations qui ont de moins en moins de travail. Et pourquoi faire ? Pour soutenir la consommation. Parce que, écoutez bien, dans les médias, ce qu'on vous dit, ah, l'économie reprend, la consommation reprend. On ne parle plus que de la consommation. Pour maintenir l'activité, c'est la consommation. Voilà. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on se défait de notre outil de production. On se défait de nos usines. On se défait de notre agriculture. On se défait de tout ce qui produit des richesses réelles. Et on le laisse partir ailleurs. Donc, qu'est-ce qui peut nous donner l'illusion que ça tient ? Qu'est-ce qui peut nous maintenir à flot ? En tout cas, l'illusion, c'est la consommation. Parce que c'est vrai, quand on consomme, on fait travailler les magasins, etc. Bon, voilà. Mais la consommation, ça ne porte réellement des fruits et de la richesse que si elle émane de la production, c'est-à-dire qu'il y a en amont une production qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, qui crée du vrai pouvoir d'achat, et ensuite les gens consomment, c'est normal. Mais là non, c'est de la consommation qui est donnée via la dette à des chômeurs, à de moins en moins de gens qui travaillent. C'est ça la réalité. Elle est alimentée par les déficits publics et l'endettement, c'est-à-dire de l'argent factice qu'on va chercher ailleurs sans produire de la richesse. Donc la consommation ne porte pas ses fruits sur le long terme, en termes économiques, c'est juste un ballon d'oxygène. Le gouvernement est là, ah, la consommation reprend, ça tombe bien, il y a les élections dans 6 mois, on va pouvoir passer une fois de plus et vous faire croire que tout va bien alors que ça va mal. Sans la production, la consommation plombe les déficits de la balance commerciale. Les États s'endettent, soutiennent la consommation via les aides sociales. Les gens, comme la production n'est pas soutenue, les gens ont des revenus qui ne reposent sur rien. Qu'est-ce qu'ils achètent ? Des produits étrangers, des produits hors de la nation, hors même de l'Occident, puisqu'encore une fois, pratiquement tous les Occidents est dans ce cas-là. Donc on crée des déficits de la balance commerciale chez nous, des excédents ailleurs. Donc ces déficits de la balance commerciale sont liés directement aux déficits publics et aux politiques sociales qui sont menées. Et tout ça conduit à une érosion monétaire. Tout simplement parce que quand vous avez des déficits de la balance commerciale, c'est des devises européennes ou américaines qui partent ailleurs, et donc ça dégrade la valeur de la monnaie, et ça crée quoi ? De l'inflation. Là encore, si j'ai anticipé tout ça 2-3 ans avant que ça n'arrive, puisque l'inflation est arrivée en septembre 2021, donc bien avant la guerre en Ukraine, et moi je l'avais envisagé à la fin de l'année 2020, c'est tout simplement l'érosion monétaire qui est liée aux dégradations de la balance commerciale, qui elle-même est liée au déficit public et au maintien de cette économie d'assistanat en dépit de la ruine de nos productions. Tout ceci, en fait, c'est le prolongement de politiques totalement folles, totalement erronées, démagogiques, qui se maintiennent depuis des décennies et des décennies. C'est ancré dans la durée. Ça relève donc d'une pratique désormais ancienne, malheureusement, presque d'une tradition. Vous savez, moi je suis économiste, c'est ma passion. Mais je sais que l'économie, c'est même pas le fond du problème. L'économie, c'est la traduction chiffrée des pratiques, des mœurs, des valeurs d'une société. C'est la traduction chiffrée de comment on vit, comment on voit les choses, comment on pense les choses, à quoi on accorde du prix ou pas. Ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans une société. Et le problème, pourquoi l'Occident va de plus en plus mal ? Oui, on le voit de plus en plus mal dans une question économique, mais en fait c'est un changement de société, un changement de valeur,
un changement de comportement, et qui se décline depuis des décennies et qui se répercute sur l'économie. Nous sommes en fait passés d'une société de valeurs fondée sur le travail, la créativité, l'investissement, l'effort, le mérite, la prime de risque, en fait d'un capitalisme industriel où il fallait produire, créer, avancer, et de cela, on est passé vers une société de loisirs, une société de consommation, et qui se conclut par un capitalisme de spéculation. Parce que finalement, dans le loisir et la consommation, ben la spéculation, c'est super. On fait de l'argent, on ne travaille pas, ou on fait quelques clics comme ça, et paf, il y a de l'argent qui tombe. C'est ce qu'on vous fait croire. Donc, cette société de loisirs et de consommation a abouti à un capitalisme de spéculation qui est une illusion, et on le coupe. Non seulement c'est une illusion, mais ça profite qu'à une minorité, ceux qui sont dans le système, et on coupe ce capitalisme de spéculation avec du socialisme, de manière à ce que tout le monde puisse profiter de quelques miettes et que la consommation puisse tenir le coup. En fait, on ne croit plus à la création de richesses et de vraies valeurs. On pense qu'en fabriquant de l'argent, on crée de la richesse économique. Et figurez-vous qu'il y a même des gens qui ont mis ça en théorie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une illusion comme ça qui est dans l'air, qu'on véhicule. Non, non, il y a des économistes qui ont conçu cela et qui l'ont érigé en théorie. C'est Madame Kelton, avec la fameuse théorie monétaire moderne. On fait tourner la planche à billets moderne, qui est le quantitative easing, parce que bon, c'est plus la planche à billets des années 30, hein. Et on pense qu'avec ça, on fabrique de l'argent, on le balance, et puis ça va marcher. Bien. C'était le programme économique de Bernie Sanders. Il avait repris les théories monétaires modernes de Madame Kelton. Et finalement, M. Biden, lui aussi, a cédé aux beaux yeux de Mme Kelton. Alors, je vais vous dire, il va bien falloir qu'un jour on sorte de l'ornière. Ça ne suffira pas, les fameux soins palliatifs dont on use et on abuse depuis 30 ans, les dettes, les déficits, le quantitative easing, la création monétaire dérégulée, le laxisme des banquiers centraux, les taux d'intérêt négatifs, tout ça, c'est de l'illusion, c'est du temporaire, c'est des choses qui ne peuvent pas tenir. La seule richesse économique, encore une fois, c'est le travail, l'entreprise, la vraie création de valeur. Tout ça, c'est de la morphine pour endormir les douleurs, pour continuer à bercer les peuples dans l'illusion de la fameuse société de consommation, de loisirs et de spéculation qui marche. Il faut des politiques nouvelles, des politiques qui valorisent l'effort, la production, l'embauche, la création d'entreprises, le travail, et non plus qui les dissuadent, ce que nous vivons depuis des décennies. Alors, vous allez me dire, c'est difficile. C'est vrai, c'est pas facile, hein, surtout dans le contexte bloqué en termes politiques. Mais sur ces dernières années, il y a eu 2 expériences qui ont démontré leurs preuves, bien qu'elles n'aient pas eu un grand écho dans les médias. Je vais vous les citer. Première expérience, l'expérience Trump de 2017 à 2019, c'est-à-dire les 2 ans avant que le Covid ne vienne balayer tout ça. Et, je dirais, polariser l'attention sur d'autres choses. La politique de Trump, c'était très simple. On baisse les charges qui pèsent sur la production, les impôts qui taxent la production, les charges qui pèsent sur les salaires, sur le travail, on revalorise le travail, ça c'est le premier volet, donc on donne, je dirais, une impulsion à la production. Et de l'autre côté, on crée une guerre commerciale avec la Chine. Non pas qu'on ferme les frontières, comme le décrivaient encore une fois les fameux économistes de plateau. On ne veut pas revenir à des temps anciens ou à l'âge de pierre, comme ils ont dit. Non, on bloque tout ce qu'on peut produire en Amérique, où il y a vraiment les savoir-faire et les valeurs. Le reste, il y a des échanges, c'est normal. On ne dit pas que la Chine ne doit rien produire. On dit qu'elle ne doit pas nous envahir avec la concurrence déloyale à tout crin. Donc, une guerre commerciale a été lancée. Cette guerre commerciale, comme je vous l'ai dit, elle a permis en 2 ans une réduction des déficits commerciaux, une rare période de réduction des déficits commerciaux, et surtout pendant 2 ans une croissance américaine de 4,5%. C'est-à-dire une croissance qui était digne des 30 glorieuses. Voilà. Et en plus, j'ajoute, parce que des économistes, là encore, que je ne citerai pas, vous disiez, mais ça c'est une politique pour les riches. Mais curieusement, pendant ces 2 ans où Trump a pu exprimer sa politique sans frein, eh bien, les salaires américains ont augmenté du double
de ce qu'ils avaient augmenté sur les 2 dernières années d'Obama avant. Donc, une croissance comme les États-Unis n'en avaient plus eu depuis les années 60, premièrement, et deuxièmement, une hausse du pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce qu'on défend la production américaine. Il y a eu le contre-exemple en 2021 avec le lancement des Bidenomics, que moi j'ai appelé bidonomics, mais enfin, c'est un humour un peu rustique, hein. C'était facile, hein. Ben, c'était facile, c'est vrai, mais j'ai pas résisté. Voilà. Tu sais quel est le deuxième prénom de Joe Biden ? Non. Robinette. Alors moi je l'appelais Joe Robinette Bidon. Bon, enfin bon, c'est facile, vous allez me dire c'est facile. Bien. Les Bidenomics, c'est l'exact contraire de ce qu'a fait Trump. Et c'est exactement ce qui nous entraîne inéluctablement dans la spirale de la ruine. Les Bidenomics, rappelez-vous, c'était quoi ? Eh bien, Biden arrive au pouvoir et 4-5 mois après, tous les Américains ont eu la chance d'avoir un chèque dans la boîte aux lettres de $8 000. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin et vous avez un chèque $8 000, c'est M. Biden, coucou. Vous êtes content ? Ah ben oui, bien sûr que les Américains sont contents d'avoir ça. Mais cet argent, il vient d'où ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont trouvé où ? Ils ont braqué la Banque fédérale américaine ? Non. Ils ont fait de la création monétaire basée sur rien. Les fameux $8 000 que les Américains ont eus, comme on a arrêté les aides, je dirais le système d'aide à la production américaine, eh bien ces $8 000 ont été consommés. Consommés dans quoi ? Dans des produits chinois. On a creusé la balance commerciale américaine, on a contribué à la nouvelle dégradation du dollar, et maintenant on vous parle, comme par hasard 2 ans après, de dédollarisation. Ben oui, à force de faire des choses pareilles, ben, la monnaie nationale se dévalorise. Quand vous commencez à fabriquer de la monnaie qui ne repose sur rien, ce qu'a fait Biden, vous dévalorisez la monnaie, et vous ruinez petit à petit la crédibilité dans votre monnaie, et aujourd'hui le dollar est remis en question, même par nos grands alliés saoudiens, que nous aimons tellement, les grands alliés de l'Occident, mais quand ils voient qu'on vaut plus grand-chose, hein, qu'on est en toc, ben, ils sont moins alliés, hein, c'est rigolo. Hein. Bien. Il y a une deuxième expérience qui est en cours, et dont les médias ne parlent pas du tout, et peut-être même vous, ça va un peu vous titiller. C'est l'expérience italienne de Madame Meloni. Alors vous allez me dire, sur l'immigration, c'est zéro, ça marche pas, etc. Pour le moment, effectivement, elle n'y arrive pas. Mais sur l'économie, je peux vous dire qu'elle a eu déjà des premiers résultats. Ces premiers résultats, je vais vous le dire, au premier semestre, donc 2023, plus 0,9% de croissance, la plus forte croissance en Union européenne, c'était l'Italie. Croissance modeste, puisque toute l'Union européenne ne va pas bien, vous ne pouvez pas passer du noir au blanc en 3 mois. Madame Meloni, elle a été élue à fin d'année, enfin en septembre 2022. Premier semestre 2023, l'Italie devient le premier taux de croissance en Europe, alors que depuis 20 ans, c'était le taux le plus nul. C'était le pays le plus enlisé dans la sous-croissance. Mais personne n'y voit de lien. Eh bien, moi, je vois le lien. Parce que, quelles sont les mesures qu'elle a prises ? Elle a, je dirais, recréé du pouvoir d'achat en baissant les charges qui pèsent sur les salaires bruts de 4 et 5%. Elle a baissé les charges des entreprises. Et où elle a trouvé l'argent ? Elle n'a pas fait des dettes, parce que, bon, l'Italie, c'est déjà un pays très endetté. Non. Elle a fait 2 choses. Elle a surtaxé les profits des pétroliers et de la spéculation bancaire. Et elle a réduit les revenus minimums et les aides sociales. Elle a coupé dans les aides sociales. Donc, je vais être un peu grossier, si vous voulez. Peut-être. Je pense qu'elle a taxé ce qui parasite par le haut et par le bas pour financer la revalorisation du travail et de l'entreprise. Et il y a des résultats immédiats, puisque je vous répète, ça fait plus de 20 ans que l'économie italienne n'avait jamais généré un taux de croissance satisfaisant. Là, tout d'un coup, c'était le taux de croissance le plus élevé de l'Union européenne. Et pour vous convaincre que c'est bien cette politique qui est à l'origine de ça, je pourrais vous montrer un article du journal La Tribune sur la croissance européenne au premier semestre 2023, qui est paru au mois de juillet. Il n'y a que 2 organes économiques qui ont vraiment parlé de ça, c'est Le Revenu et Boursorama. Sur La Tribune, ils ont présenté les chiffres de l'Union européenne. Ils ont oublié juste un pays, c'est rigolo, hein. C'est l'Italie. Dans tout l'article, ils parlaient, je vous garantis, j'ai l'article, hein, ils parlaient, ah oui, la France et l'Espagne triomphent, l'Allemagne déchante. Et l'Italie, ben, écoutez, elle a peut-être eu un tremblement de terre, elle est engloutie. Elle n'existe plus. Bon. Du moment que ça marche avec cette politique, l'Italie n'existe plus. Donc, nous avons 2 cas qui permettent de croire qu'on peut inverser la tendance en revenant aux fondamentaux.
travail, effort, création d'entreprise. Il faut enlever de la tête des gens qu'on peut s'enrichir en consommant, en spéculant, en fabriquant de l'argent. Il faut revenir à la seule valeur qui produise de la richesse, le travail, l'effort, la création. Et donc, vous le comprenez, l'enjeu, ce n'est pas un enjeu simple de politique économique, c'est véritablement un enjeu de société. Il faut revenir à la société traditionnelle chrétienne du travail et d'effort qui a toujours promu ça, contre la société hédoniste qu'on nous propose depuis 60 ans et qui arrive, je dirais, en bout de course. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci.